Secretary bez of EU přestávky from the bude Arab sdělení land. pana Then I would Gilles like to Lebretona, invite Gilles který je Lebreton, vzděláním who povoláním is právník the a má lawyer, také and filozofickou průpravu. he also Je studied ovšem philosophy, členem and výboru he pro is the member of zemědělství, kde se the zabývá samozřejmě Committee on legislativními Agriculture, and he otázkami. is involved A v with the tomto případě legislation, bude of course, hovořit na and téma he will tell us francouzské something about zemědělství čelící French Evropské industry unii, facing EU, protože because víme, in že fact pro we know Francii that je for zemědělství France agriculture velmi významné, it's really an že jsou velmi important významnými segment. vývozci France is an že vysoký important podíl exporter, lidí ve and Francii pracuje právě a v lot of zemědělství. people in France work in agriculture. Bonjour à tous. Avant toute chose, je remercie mon collègue, monsieur Yvan David, de m'avoir invité à intervenir à votre colloque par cette visioconférence. Malheureusement, en France, je suis confiné et donc je n'ai pas pu venir. Néanmoins, je tiens à signaler que je suis déjà venu 2 fois à Prague, une première fois en décembre 2017 pour assister à une conférence de monsieur Tomio Okamura, que je salue, et de Marine Le Pen, et puis une deuxième fois le 14 juillet 2018 pour représenter Marine Le Pen lors du congrès de votre parti, le SPD. Alors j'espère revenir dès que possible, bien sûr, en République tchèque. Je vais vous parler aujourd'hui de l'agriculture française face à l'Union européenne. Quelques chiffres pour commencer. Et la France est un grand pays agricole. Nous avons près de 450 000 chefs d'exploitation, mais on assiste à leur diminution progressive. Il y a de moins en moins d'agriculteurs en France. Et on assiste à un deuxième phénomène, c'est qu'il y a de moins en moins d'exploitations individuelles et de plus en plus de sociétés. Donc c'est un phénomène marquant de notre époque. La politique agricole commune, au départ, a été voulue par la France. Lorsqu'elle a été créée en 1962, c'était une volonté notamment de notre chef de l'État, le général de Gaulle. L'objectif, c'était de reconstruire la production agricole de l'Europe, qui avait été dévastée après la Seconde Guerre mondiale, et de ce point de vue, l'objectif a été atteint. Donc, les Français ne sont pas du tout hostiles par principe à la politique agricole commune. Néanmoins, ce que l'on constate, c'est que depuis une vingtaine d'années environ, la politique agricole commune, de notre point de vue, dysfonctionne. Tous les domaines de l'agriculture française se sont retrouvés en difficulté et nous pensons que l'Union européenne y a une grande part de responsabilité. J'aimerais vous donner quelques chiffres. Tout d'abord, en matière de production de fruits et légumes, eh bien, sachez que, en ce qui concerne tout d'abord les fruits, la surface en hectares des arbres fruitiers en France a diminué de 40% en 20 ans. Et ça concerne toutes les productions, même notre production de pommes, dans laquelle nous sommes pourtant un pays traditionnellement excellent. Si je prends les légumes, le constat est le même. Là encore, quelques exemples. En 20 ans, la production d'asperges a diminué en France de 50%, la production de chou-fleur a diminué de 34%, celle de carottes a diminué de 25%, et celle de courgettes a diminué de 20%. Donc le tableau est sinistre. Alors, pourquoi un tel constat? Eh bien, à notre sens, pour 2 raisons essentielles. La première, c'est que le marché unique a été effectué en matière agricole sans précaution suffisante. On sait très bien qu'en France, traditionnellement, le coût du travail est plus élevé que dans les autres pays européens. Et donc, en ouvrant ainsi nos frontières sans protection, eh bien, on a en fait ruiné nos filières. Et on en est sûr, puisque les pays qui ont pris nos parts de marché dans les domaines des fruits et légumes, notamment des légumes que je viens d'exposer, c'est l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Espagne. La deuxième raison de cette situation, c'est l'incapacité de l'Union européenne à encourager les circuits courts. Les circuits courts, on en parle toujours, et il faut effectivement en parler et les développer, puisque c'est très bon pour l'environnement, et ce serait très bon pour notre agriculture aussi, mais en réalité, on n'a pas fait grand-chose jusqu'à présent. Et la grande distribution
a choisi d'acheter les produits les moins chers, qui sont souvent produits en dehors de l'Europe. Donc c'est un vrai problème qu'il faut résoudre. Si je prends maintenant l'exemple de la production de viande de porc, eh bien là encore, nous nous heurtons à une très grave crise, et je la connais bien, puisque le porc en France est surtout produit dans l'Ouest, et je suis initialement un député de l'Ouest. Donc c'est un problème que je connais très bien. Il y a beaucoup de suicides d'agriculteurs en la matière. La situation est vraiment très grave. Et pourquoi cette situation? Ben là encore, à cause du coût du travail français, qui rend le porc français plus cher que le porc allemand ou le porc espagnol, et puis aussi le fait que nos voisins européens recourent beaucoup plus que nous au travail détaché. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, à l'heure actuelle, heureusement, il y a une réforme du travail détaché qui est en cours et qui, j'espère, améliorera un peu la situation. À court terme, nos producteurs de porc sont sauvés par un événement qui est totalement indépendant de notre volonté, qui est la fièvre porcine chinoise. Ce qui fait que les Chinois ont cessé une grande partie de leur production de porc. Ça, c'est pour nous un débouché, évidemment, pour le porc français. Si je prends maintenant l'exemple de la production de viande de bœuf, eh bien là, je dois dire que les éleveurs français et les politiques français dont je fais partie en veulent beaucoup au traité de libre-échange signé par l'Union européenne, parce qu'à chaque fois, ce qu'on observe, c'est que l'agriculture, et particulièrement la viande de bœuf, sert de monnaie d'échange. Et donc, on sacrifie systématiquement nos éleveurs de bœuf à la signature de ces traités. Alors, là encore, quelques exemples qui sont bien connus. Le premier exemple, c'est l'exemple du traité de libre-échange avec le Canada, le CETA, qui prévoit donc d'importer en Europe 65 000 tonnes de bœuf par an. On a multiplié ce chiffre par 4 par rapport à ce qu'était l'importation canadienne avant la signature de ce traité. Alors, ça donne évidemment une concurrence déloyale, puisque le bœuf canadien ne respecte pas nos normes, et on en est sûr, puisque récemment un audit européen, en mai 2020, a prouvé des défaillances dans le contrôle de qualité de la viande canadienne, et on sait maintenant qu'il y a la présence d'hormones de croissance dans la viande canadienne qui arrive en Europe. Et c'est effectivement d'ailleurs très dangereux pour la santé humaine. Deuxième exemple, à la fin de l'année 2019, on n'a rien trouvé de mieux que de signer un mini-traité avec les États-Unis qui les autorise à importer en Europe 35 000 tonnes de bœuf chaque année. Et c'est vraiment déplorable parce qu'à cette époque, on était sous le coup déjà d'une condamnation de l'Europe par l'OMC dans le cadre de l'affaire Airbus, et on aurait pu essayer de négocier avec les Américains des contreparties au moins à cette concession. Ça n'a pas été le cas. Donc c'est catastrophique. Je dois signaler au passage que de mon point de vue, l'Union européenne est une très mauvaise négociatrice dans les traités internationaux. Et puis, dernier exemple, le Mercosur, qui est pour l'instant un peu en stand-by, mais qui est officiellement toujours en cours de négociation. Eh bien, le Mercosur prévoit d'importer près de 100 000 tonnes de bœuf par an. Donc, vous voyez, à chaque traité de libre-échange, on a l'impression qu'on punit toujours davantage nos éleveurs de bœuf. Autre exemple, la production de lait. Eh bien, c'est une production qui a été ébranlée par la fin des quotas laitiers en 2015, qui a été décidée, là encore, sans précaution suffisante. Et moi, je connais bien ce secteur, puisque je suis moi-même issu d'une famille de producteurs laitiers. Et je peux vous dire que ça a été un cap très très dur à franchir pour nos producteurs français. Même constat pour les producteurs de betteraves, qui eux aussi ont été ébranlés par la fin des quotas sucriers en 2017. Et là, le secteur est sinistré d'ailleurs. Il y a un an, j'ai été soutenir des producteurs de betteraves qui étaient victimes de la fermeture d'une sucrerie dans le nord de la France. Et ça a provoqué évidemment un très grand nombre de pertes d'emplois. Autre exemple, ça sera mon dernier, la culture des semences. La France est très bien placée dans ce secteur puisque la France est le premier producteur européen de semences. Eh bien, néanmoins, l'Union européenne n'a rien trouvé de mieux qu'à ouvrir très largement notre marché à un concurrent féroce potentiel
qui est l'Ukraine. Et il y a quelques semaines, on vient de lever les derniers obstacles à l'importation massive de ces semences en Europe de la part de l'Ukraine. Alors, voilà un secteur en France qui marchait encore bien. Pourquoi est-ce qu'on se tire ainsi une balle dans le pied? C'est incompréhensible de mon point de vue. Et d'ailleurs, c'est contraire à l'objectif officiel qui est affiché par l'Union d'une autosuffisance alimentaire. Là, en matière de semences, on l'a cette autosuffisance. Mais si on veut favoriser la concurrence ukrainienne, eh bien, je vous le dis tout de suite, dans quelques années, nous ne l'aurons plus. Donc, il faut savoir ce que nous voulons. À tout cela s'ajoute un phénomène que tout le monde connaît, c'est que le budget de la politique agricole commune va baisser. Et donc ça, c'est effectivement extrêmement inquiétant pour nos agriculteurs. Alors certes, le plan de relance européen prévoit une aide de 8 milliards d'euros pour l'agriculture, mais il est à craindre que cette aide ne parvienne trop tard à beaucoup d'exploitations qui sont déjà en grande difficulté. Alors les solutions pour terminer sur une note plus positive, eh bien mon parti, le Rassemblement national, y a réfléchi et nous voyons deux solutions possibles. La première, c'est la plus radicale, ce serait de remplacer la politique agricole commune par des politiques agricoles nationales. Alors ça donnerait en France une politique agricole française. On a déjà des documents préparatoires pour envisager ce que pourrait être cette solution. Mais il est évident que ce serait une solution radicale dont les conséquences seraient difficiles à calculer. Et donc, ça n'est pas la solution que nous préférons, au moins dans un premier temps. Alors, nous nous tournons vers une deuxième solution qui consisterait à renationaliser la politique agricole commune de l'intérieur. Et de ce point de vue, nous avons beaucoup d'espoir dans la réforme en cours, puisque pour nous, le point essentiel de la réforme en cours, c'est la création de plans stratégiques nationaux que nous voyons d'un très bon œil, puisqu'ils vont permettre à chaque État d'adapter ses aides aux besoins de son agriculture nationale. Donc ça apportera plus de souplesse qu'auparavant. Mais ça ne sera pas une solution magique parce que du point de vue du Rassemblement national, il faudrait aussi repenser le commerce mondial, d'une part en imposant nos règles aux importations agricoles pour éviter toute concurrence déloyale, et d'autre part en arrêtant de considérer l'agriculture comme une variable d'ajustement lors de la négociation des traités de libre-échange. Tant qu'on ne fera pas cela, il n'y aura pas de solution durable pour notre agriculture. Voilà les quelques réflexions que je voulais faire devant vous. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis, j'espère,